Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce grand entretien, avant-dernier entretien de notre première journée du Paris-Saclay Summit, 3e édition. Alors, climatologue reconnu, ancien vice-président du GIEC, Jean Jouzel consacre depuis des décennies ses travaux à la compréhension du changement climatique. Face à lui, un journaliste du Point, aguerri, Cédric Poncet, pour faire parler des données, des constats scientifiques et leur implication très concrète. Je vous laisse en bonne compagnie et ensuite vous aurez le temps de poser vos questions. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Jean, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. J'ai pris une photo d'anthologie tout à l'heure et je crois que plusieurs personnes ont pris cette photo. Vous étiez attablé avec Valérie Masson-Delmotte, grande climatologue, Michael Mann, grand climatologue américain, et vous discutiez de vos combats, de vos vies et de toutes les attaques aussi que vous avez reçues durant ces décennies. Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est essayer de retracer l'histoire de la prise de conscience du changement climatique, parce que vous en êtes l'un des grands témoins. Et finalement, on imagine toujours que le changement climatique, on s'en est rendu compte d'un coup en créant le GIEC en 1988, mais pas du tout. Ça remonte beaucoup plus loin, puisque en faisant quelques recherches, on voit que l'effet de serre à lui-même a été découvert au 19e siècle, au début du 19e siècle, par Joseph Fourier, et qu'ensuite un chimiste suédois a mis en avant le rôle du CO2 dans le réchauffement en 1896, et puis qu'après on a commencé à faire des mesures dans un observatoire d'Hawaï à partir de 1958, qui a donné une courbe qui là a permis de prendre conscience que c'était bien réel. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu cette partie, les prémices scientifiques finalement de ce qu'on utilise aujourd'hui comme méthode scientifique? Je vais essayer, mais d'abord vous remercier de m'avoir invité, Guéric et Le Point, et bonsoir à tous et à toutes. Oui, c'est une histoire assez longue, l'histoire du climat, l'histoire de notre climat. Vous avez raison, par rapport à l'effet de serre, c'est Joseph Fourier, dans la première partie du 19e siècle, qui constate que la composition de l'atmosphère joue sur le climat. Donc l'effet de serre, c'est cette propriété relativement simple. Moi, je la présente de façon simple, c'est-à-dire que le rayonnement solaire sur le chemin du retour, une fois qu'il a été réfléchi, est absorbé en partie par toute une série de composés. En fait, dès que vous avez plus de 2 atomes, ça vibre. Donc, je donne toujours l'exemple de l'ozone. L'oxygène n'est pas un gaz à effet de serre, mais l'ozone est un gaz à effet de serre. Et en fait, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Voilà, tout cela, finalement, c'était connu déjà. Et ensuite viennent d'autres molécules avec 3 atomes, gaz carbonique, méthane. Il y en a plus dans le méthane, 5, mais ainsi de suite. Donc, c'était déjà bien connu, pas tout forcément, mais sur le gaz carbonique, sur la vapeur d'eau, au début du 19e siècle, dans la première moitié. Mais c'est effectivement Arrhenius, on est en 96 en Suède, un Suédois qui, lui, est le premier à mettre en avant le fait, là on voit bien que c'est le début de l'ère industrielle depuis déjà quelques décennies, à la fin du 19e siècle, mais Arrhenius constate que l'utilisation des combustibles fossiles va augmenter l'effet de serre en augmentant les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il prévoit une augmentation, que ça se traduira par un réchauffement de quelques degrés à la fin du XXe siècle. Il s'est un peu trompé, mais pas tellement. Donc, en fait, il y a aussi quelque chose dont on parle moins, c'est qu'il a aussi pensé au fait que l'effet de serre aurait une influence dans l'alternance de périodes glaciaires-interglaciaires. C'est-à-dire que l'effet de serre, les quantités de gaz carbonique seraient moins importantes pendant les périodes froides, et il avait raison. Donc ensuite, il ne se passe pas grand-chose sur l'effet de serre, mais le climat, on comprend mieux grâce à Milankovitch, donc un mathématicien serbe, l'alternance des périodes glaciaires-interglaciaires. Ça c'est juste avant la guerre, mais vraiment ce qui nous met le climat démarque la compréhension. Ce sont vraiment les premiers modèles climatiques. Donc
on est là juste après la guerre, et on est dans les années 60. Alors, vous avez cité à juste titre, en 58, il y a l'année géophysique internationale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont démarré à ce moment-là, hein, y compris l'exploration spatiale. Eh bien, se traduit dans nos domaines par Keeling, qui est les premiers à mesurer la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, d'abord le méthane, le gaz carbonique, puis le méthane et d'autres gaz à effet de serre. Donc ces courbes maintenant sont très bien connues. Année après année, on voit l'augmentation des teneurs en gaz carbonique et autres gaz à effet de serre. Mais il y a aussi, à cette époque-là, les premiers modèles climatiques. Alors les premiers modèles climatiques, ce sont des modèles relativement simples. Et la question que se posent les modélisateurs du climat, eh bien, c'est que deviendra notre climat si nous doublions la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. On parle de sensibilité de climat, où en serions-nous? Et un des scientifiques qui s'est illustré dans cette approche, c'est Suki Manabe. J'ai eu la chance de le rencontrer assez... Voilà, donc il vit toujours, Suki Manabe. Il a eu le prix Nobel de physique en 2021, 40 ans après ses premiers travaux. Et ça se concrétise, ces approches de modélisation, en 1979, par le rapport Charnay, qui nous dit, et nous en sommes toujours là, que si nous doublions les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, et ça à l'époque c'était envisagé pour le milieu du XXIe siècle, eh bien nous irions vers un réchauffement de 3 degrés. Voilà la prise de conscience, et bien sûr, elle se fait à ce moment-là, à travers la communauté scientifique. Ce sont vraiment les modélisateurs du climat qui ont tiré la sonnette d'alarme. Alors paradoxalement, au début des années 70, alors je reviens un tout petit peu en arrière, oui. Mais au début des années 70, une partie de la communauté scientifique pensait qu'on allait plutôt vers une période glaciaire. Oui, ça c'est exact. Voilà, on peut retrouver un article y compris de Willy Dansgaard disant qu'on va à une période glaciaire. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période interglaciaire chaude. Toutes les périodes interglaciaires précédentes, les 4 dernières, n'ont duré pas plus de 10 000 ans. Et nous savions que notre période actuelle, voilà, le dernier maximum glaciaire, c'est il y a 20 000 ans, et on a commencé la période actuelle, je dirais qu'on appelle l'Holocène, il y a 12 000 ans en fait. Donc on savait, à l'époque, on pensait que c'était plutôt il y a 10 000 ans. Mais disons, voilà, donc aucune période chaude n'a duré plus de 10 000 ans, donc celle-ci ne va pas durer plus de 10 000 ans. Et en fait, c'était une erreur. Pourquoi ? Alors, ça mérite d'être expliqué quand même. En fait, le passage à l'ère glaciaire dépend de la forme de l'orbite terrestre. Actuellement, on a une orbite terrestre très circulaire, donc elle peut être plus ou moins, disons... voilà, donc là, elle est vraiment circulaire, et c'était le cas il y a 400 000 ans. Hein, donc, il y a un cycle de 400 000 ans, et quand elle est circulaire, eh bien, les conditions pour passer à la période glaciaire suivante ne sont pas remplies ou mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Et c'était le cas il y a 400 000 ans. Et effectivement, la période interglaciaire il y a 400 000 ans a duré 25 000 ans. Hein, disons, si on va... Et ça, nous ne le savions pas à l'époque, en 90, mais ça a été vraiment bien documenté, y compris à travers les glaces polaires. Et ça, c'est plutôt les années 80, évidemment. Alors, je reviens à la fin des années 70. La prise de conscience, elle a touché jusqu'au sommet des pouvoirs politiques. Et on a cet exemple assez incroyable d'une note qui est arrivée sur le bureau du président Jimmy Carter, qui a été écrite par son conseiller scientifique, qui était un grand chercheur, hein, Frank Press à l'époque, et donc qui en 1977 écrivait, je vais en citer quelques extraits parce que c'est absolument hallucinant avec l'œil d'aujourd'hui. Donc il écrivait « Les effets potentiels sur l'environnement nécessitent une étude d'impact d'une ampleur et d'une difficulté sans précédent. La population mondiale aura poussé l'agriculture aux limites de sa productivité. L'utilisation de l'énergie fossile a augmenté de façon exponentielle ces 100 dernières années. En conséquence, la concentration en CO2 est déjà 12% plus élevée et elle pourrait atteindre 1,5 à 2 fois ce niveau dans les 60 prochaines années. Il explique ensuite, donc, en raison de l'effet de serre, cela entraînera un réchauffement climatique global de 0,5 à 5 degrés. Et il dit, le problème est d'autant plus grave que nous serons incapables de passer rapidement à des énergies non fossiles lorsque les effets climatiques deviendront évidents peu après l'an 2000. Et la situation pourrait alors être hors de contrôle avant que des énergies alternatives soient disponibles et que des contre-mesures soient efficaces. Il est visionnaire. Donc c'était un visionnaire, Frank Press. Il a été aussi, je crois, président de l'Académie des sciences des États-Unis par la suite. C'était vraiment un grand monsieur. C'est vrai. Alors, aux États-Unis, dans d'autres pays, il y a des scientifiques, Frank Press était scientifique, qui
donc, qui connaissait les travaux de Suki Manabe et de ses modélisateurs du climat. Les premiers travaux sont publiés années 60, début des années 70, et certains esprits curieux regardaient ce que produisaient ces modélisations, et effectivement, se sont disons, emparés des résultats. Ce sont vraiment des résultats de modélisation qui anticipaient ce type de réchauffement qui est mis en avant par Franck Press. Et je crois que c'est le numéro du Point. C'est un numéro du Point à l'époque. Je crois qu'Éric, vous avez cité quelque chose qui était mis dans le Point, dans un numéro spécial. Et il y avait aussi, on a parlé donc en France, il y avait Jean-François Saglio, qui était lui au ministère, qui avait un peu cette curiosité, et qui a aussi mis en avant, un des premiers, je crois, 177, ce risque posé par nos activités par rapport à notre climat. Alors, donc, effectivement, il y avait une du Point qui s'appelait donc les déchets du progrès. Ouais. Donc Jean-François Saglio, lui, était au secrétariat d'État à l'environnement, parce que c'était pas encore un ministère à l'époque, et il dénonçait une dégradation, donc je cite, à grande échelle connue et mesurée, l'accroissement du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère qui pourrait aboutir à la création d'un effet de serre et à l'augmentation de la température moyenne du globe. Et donc il avait juste une estimation un peu fausse, puisqu'elle était largement sous-estimée, malheureusement, d'une augmentation de 1,5 degré en 2100, alors qu'on y est déjà aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment les plaques déplonnées. Alors, le 79 est une année importante. Il y a le rapport Charnay, donc rapport américain. Il y avait des scientifiques aussi, disons, d'autres pays qui ont participé. Puis c'est la première conférence mondiale sur le climat. Parce qu'on parle beaucoup de la conférence, par exemple, le rapport Meadows au début des années 70, mais il ne parle pas vraiment de climat dans sa forme originale. Alors il y a aussi une première réunion climat en 72, je crois, à Stockholm. Mais vraiment, la première réunion mondiale sur le climat, c'est 79. Et là, il y a vraiment des scientifiques qui se mobilisent pour tirer la sonnette d'alarme. Il y a toute une série de conférences. Alors elles ont lieu à Villars en Autriche, 3 conférences successives où effectivement les scientifiques essayent d'alerter les décideurs politiques. Et donc là, c'est à ce moment-là que je commence moi à travailler. Nous, on est en 87, donc avec Claude Lorius, nous publions. Alors, jusqu'ici, donc l'effet de serre était bien documenté de façon théorique. Il n'y avait pas, les glaces polaires, les travaux qu'on a conduits avec Claude Lorius et disons toute l'équipe de Grenoble à l'époque. Et puis, vous analysiez notamment les carottes de la base russe de Vostok. Voilà, donc on a la chance d'avoir accès à des échantillons qui, grâce à Claude Lorius, qui couvrent l'ensemble d'un cycle glaciaire interglaciaire, 150 000 ans. Donc moi je travaille à Saclay, et dans notre équipe on reconstruit les variations des températures à partir de l'analyse de la glace. Et mes collègues grenoblois, Jean-Marc Barnola, Dominique Reynaud, sont les premiers à être capables d'analyser la composition de l'atmosphère à partir des petites bulles d'air qui sont, piégées dans la glace. Et là, on voit vraiment ce lien très clair. Moins d'effets de serre, moins de gaz carbonique pendant la période glaciaire, plus pendant les périodes chaudes. Alors, quelques chiffres quand même. Quand on parle de période glaciaire, on parle de 200 parties par million, un peu moins, 180. La période actuelle, 280, et nous sommes à 450. C'est-à-dire qu'on a plus de 2 fois plus de CO2 qu'en période glaciaire. On a 50% de plus qu'il y a 200 ans. Voilà, et donc ce lien est vraiment très clair entre... On voit bien, c'est très visuel, ce lien entre gaz carbonique et climat, même s'il est un peu compliqué. Et on souligne bien à l'époque que, disons, le métronome de ces grands changements glaciaires interglaciaires, c'est bien la position de la Terre sur son orbite, c'est l'astronomie, et à juste titre, bien sûr, ça a été confirmé, l'effet de serre, la modification de l'effet de serre joue un rôle d'amplificateur dans ces changements climatiques glaciaires interglaciaires. Donc, je dirais que ces résultats viennent à point nommé, ça renforce la prise... Bon, je veux dire, l'alerte est déjà donnée, c'est pas ce que je veux dire, mais ça renforce la crédibilité de cette alerte. Voilà, Claude Lorius, en 85, va présenter ses résultats à Villars. Voilà, tout cela, ça aboutit à la création du GIEC en 88. Et là, c'est
C'est une décision politique. On parle surtout de Ronald Reagan à l'époque et de Margaret Thatcher, qui se disent, voilà, il y a probablement un vrai problème. Margaret Thatcher est ingénieure chimiste, elle comprend bien les choses. Il y a probablement un problème, et il vaut mieux s'en saisir que de le laisser dans les mains des scientifiques. C'est un peu ça l'approche, soyons clairs. Et donc création du GIEC en 88. Était une union de scientifiques destinée à ne pas laisser le pouvoir aux scientifiques. Bon, ils l'ont laissé un peu, mais disons un peu contrôlons, enfin disons voyons ce qui se passe dans la communauté scientifique. Oui, c'est un peu ça quand même la démarche. Quand on regarde la mission du GIEC, effectivement la mission du GIEC c'est de faire un diagnostic voilà, de tout ce qui est, disons, de tout ce qui est lié à l'influence possible des activités humaines sur notre climat, les causes, les conséquences, les solutions à mettre en œuvre. C'est très large au départ, mais il y a effectivement ça s'est mis en place dans une construction des Nations Unies, donc à la fois à travers l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Donc c'est très formaté. Voilà, c'est une organisation onusienne, mais moi j'aime bien le système qui a été mis en place. Donc cette dualité entre communauté scientifique d'un côté, le GIEC, et de l'autre côté, les décideurs politiques qui, eux, se mettent en mouvement. Alors, le premier rapport du GIEC, c'est en 90, qui reprend très largement les conclusions du rapport Charnay. On parle déjà de 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et disons que ça reprend le premier rapport du GIEC, et dès en 92, eh bien, c'est le sommet de la Terre de Rio, et là, les décideurs politiques mettent en place 3 conventions, convention biodiversité, climat et désertification. La convention climat se met en route très rapidement. Et à ce moment-là, en 88, à la création du GIEC, en 92, au sommet de Rio, vous et la communauté scientifique, vous êtes conscient que vous êtes confrontés à un enjeu existentiel pour la civilisation ? Oui, franchement, personnellement, disons, j'ai tout de suite accordé de la crédibilité. Je regarde encore les interviews que je donnais dans les années 80, parce qu'on a été interviewé suite aux résultats obtenus sur les glaces polaires. Donc les gens ont tout de suite compris le lien, le lien entre ce que nous faisions et l'augmentation de l'effet de serre liée à nos activités. Et oui, j'ai toujours cru et j'ai toujours cru à cette réalité du réchauffement climatique. Et disons, le rapport Charnay était un peu ma Bible. Donc quand on parlait de 3 degrés, parce que le rapport Charnay, c'est pas simplement 3 degrés, avait des conséquences importantes au niveau régional. Donc elles ne sont pas précisées à l'époque vraiment, mais le risque alors c'était peut-être moins effrayant que la réalité, parce que 3 degrés, c'est pas simplement une augmentation de température, on le voit bien actuellement, ce sont les événements extrêmes qui deviennent plus fréquents, plus intenses. Oui, moi j'ai toujours cru et j'ai toujours accordé de la crédibilité à cette idée que nos activités allaient influencer le climat. Et de façon importante, voilà, c'était ce dont on parlait. Et après, on a même parlé de 5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'était vraiment, effectivement, ça interroge par rapport. Et je me suis impliqué dans le GIEC pendant une vingtaine d'années, du deuxième au 5e rapport du GIEC. Alors là, on arrive donc dans les années 90 et quand on l'a évoqué ensemble, vous avez tenu à me parler de Michael Eman, qui va être donc le prochain intervenant dans cette salle, qui s'exprimera à partir de 18h, et qui est donc un climatologue américain et qui, lui, en 1998, publie un graphique qui fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est le graphique en crosse de hockey. Parlez-nous de ce graphique. Oui, d'abord, il faut bien comprendre qu'une des questions que tout le monde nous pose, les décideurs politiques nous posent, donc le réchauffement climatique commence à émerger dans les années 90. Les années 90 sont relativement chaudes. Mais la question qui nous est posée de façon récurrente, c'est « Ok, le climat se réchauffe, vous nous dites que le climat se réchauffe, mais est-ce que vous êtes capable de nous dire quelle est la part de ce réchauffement liée à nos activités et quelle est la part d'origine naturelle ?» En fait, dans le premier rapport du GIEC, on répond clairement « on ne sait pas ». Dans le second, on répond « peut-être ». Et voilà, il faut bien comprendre que pour répondre à cette question, et j'en viens au travail de Mike Mann que vous allez voir tout à l'heure, pour répondre à cette question, il faut être en mesure de montrer que ce que nous vivons actuellement est exceptionnel par rapport à la période qui nous a précédés. D'où l'importance d'être en mesure de reconstituer le climat sur le dernier millénaire.
Donc voilà, c'est sur des périodes plus longues que celles, nous avons des températures que depuis 150 ans. Voilà, et ça, ce travail de reconstruction, il se fait à travers différentes approches, des anneaux d'arbres, des calottes glaciaires, les récifs coralliens, des archives historiques. Et Mike Mann a été le premier, dans les années 90, à mettre ensemble ces données. Voilà, c'est un statisticien au départ, à regarder et à produire une courbe de réchauffement moyen de l'hémisphère nord à l'époque. Et c'est ça les courbes en crosse de hockey. Pourquoi en crosse de hockey? Eh bien, disons, le climat, voilà, le dernier millénaire, le climat est un peu plus chaud au début au début du millénaire. Il y a le petit âge glaciaire, voilà, au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis cette montée rapide, en fait, depuis le début du XXe siècle, et surtout depuis les années 50. Donc, c'est cela, la forme en crosse de hockey. C'est assez plat, et ça monte d'un voilà, coup, la crosse. Et cette crosse de hockey, eh bien, on la reprend dans le 3e rapport du GIEC. Donc, c'est là où j'ai beaucoup côtoyé Michael, parce qu'on était dans le même chapitre, et donc j'ai vécu tout ça, et voilà, ainsi que le Climate Gate par la suite, et je pense qu'il vous en parlera. Et en fait, sa conclusion, qui était la conclusion que nous avions aussi endossée dans le rapport du GIEC, qui était que les 50 dernières années étaient exceptionnelles par rapport au dernier millénaire, a été largement confirmée dans le 6e rapport du GIEC. Mais il y a eu beaucoup disons, ça a été les climato-sceptiques ont continuellement mis en doute, voilà, il y a eu ce type de reconstruction, parce qu'ils voyaient bien que c'était un élément essentiel pour être en mesure d'attribuer le réchauffement climatique aux activités humaines. Donc c'est au cœur disons, de l'attribution du réchauffement climatique, et Mike vous en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment passionnant, et il a été attaqué de toutes parts, et disons, à tort, évidemment. C'est le moment où, justement, les climatologues deviennent des cibles, finalement, puisque aux États-Unis d'abord, mais aussi en France, oui. Puisque donc, Michael Mann, lui, avait reçu des menaces de mort assez rapidement. Il était la tête à abattre pour, d'après les climato-sceptiques, faire disparaître le problème climatique si on faisait disparaître les climatologues. Oui. Donc, vous aussi, vous avez été largement attaqué par Claude Allègre, notamment. C'est assez... Comment vous l'avez vécu ? Donc le premier, c'est Benjamin Center. On est en 94, disons, une réunion à Madrid. C'est voilà, l'adoption du 2e rapport du GIEC, et cette phrase, disons, c'est la première fois où le GIEC dit, de façon très prudente, il y a une influence perceptible des activités humaines sur le climat. Donc, et c'est remis en cause, et Benjamin Center a été très attaqué toute sa vie pour avoir mis cette phrase en avant. Ça n'a jamais été remis en cause, au contraire, puisque ça a été, disons, maintenant on est certain de ce lien entre climat activité humaine et climat. Michael Mann est très attaqué, et ensuite, donc, dans les années 2000, et ça revient sur le tapis au moment du Climate Gate. Ça, on est plutôt en 2009, voilà, où il y a, disons, une substitution de toute une série de messages. C'est un piratage de serveurs mail, d'échanges entre climatologues. C'est aussi les gens de notre chapitre, Michael Mann, Phil Jones, et là aussi c'est une remise en cause de la façon dont se reconstruisent ces courbes de reconstruction, dont se reconstruisent ces enregistrements du dernier millénaire, là aussi à tort, mais ça crée vraiment un malaise, et ce Climate Gate est à l'ouverture de la conférence de Copenhague. Eh bien, l'Arabie Saoudite commence, le représentant de l'Arabie Saoudite ouvre le symposium en disant, disons, nous n'accordons plus de crédibilité aux scientifiques du GIEC. Alors c'était complètement faux, c'est-à-dire ce qui avait été mis en œuvre, il n'y a absolument pas, disons, de manipulation de données de la part du GIEC. Ça a été bien démontré après, mais ça a fait beaucoup de dégâts. 8 enquêtes indépendantes différentes. Et il faut dire que les climato-sceptiques avaient une période assez... disons, assez béni pour eux, puisque le réchauffement climatique, d'une certaine façon, s'était ralenti. Alors, il faut un peu expliquer cela, parce que je crois qu'on est dans le même contexte. C'est-à-dire qu'en 98, il y a un phénomène El Niño, et l'année 98 a été exceptionnellement chaude. Et en fait, il a fallu jusqu'en 2006, alors même 2010, pour que le record de 98 soit battu. Et pendant toute cette période, le réchauffement s'est clairement ralenti, au moins dans l'atmosphère. Alors,
pas... Et le climato-scepticisme a été florissant sur ce qu'on appelle le plateau. Donc c'est l'époque où, effectivement, Claude Allègre et Vincent Courtillot publient leurs livres de climato-scepticisme. Il y a aussi les livres en face de Sylvette Reuette et de Stéphane Foucard, quand même. Et la réunion à l'Académie des sciences en 2010, largement à l'initiative de Valérie Masson-Delmotte. Donc il y avait une pétition où l'Académie des sciences reconnaît quand même qu'il y a ce lien entre activité humaine et climat. Donc c'est une période où le climato-scepticisme était vraiment très fort. Alors pourquoi je dis ça a un lien avec aujourd'hui? Parce que, disons, les 3 années récentes qui sont des années records, il y a ceux qui disent on sort des clous, et je suis de ceux qui pensent qu'on est plutôt dans le même contexte que 98, c'est-à-dire qu'il se peut très bien que le record de 2024 ne soit pas battu avant 2030. Et on entendra certains dire le réchauffement climatique s'est arrêté. Ça, enfin, voilà. Donc il faut être très... C'est pas parce que le record mettra un peu de temps à être battu qu'il faut dire que le réchauffement climatique est arrêté. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment une décennie après l'autre qui compte. Oui, d'ailleurs, l'année 2025 n'a pas battu tous les records de 2024. Ouais, bien sûr, c'était toujours 2024, même 2022 en France, je crois. Ouais. Et alors, les négociations climatiques, comment ont-elles évolué entre ce que vous avez connu pour la rédaction des premiers rapports du GIEC et comment ça se passe plus récemment? Donc, alors, disons, la Convention climat se met en place rapidement. La première, donc, c'est là où on passe des conférences, des COP, Conference of Parties. Donc, ces conventions se réunissent chaque année. Enfin, il y a d'autres réunions, mais il y a une réunion plénière chaque année, en fin d'année. La première COP est à Berlin. Et dès la troisième, il y a un accord. C'est le protocole de Kyoto en 1997. Donc, c'est assez rapide. On voit bien. Entre disons, le premier rapport du GIEC 88 et le protocole de Kyoto 97. Et en fait, ce protocole de Kyoto va dans le bon sens. Puisque, alors on sait déjà, alors l'objectif de la Convention climat, c'est de stabiliser l'effet de serre de façon à ce que le réchauffement climatique n'ait pas de conséquences dangereuses. Alors voilà, mais il n'y a pas d'objectif chiffré au départ. Il n'y a pas d'objectif de limitation en termes de température dans la Convention climat de 92. Mais on sait déjà que pour stabiliser le climat, il faut diminuer les émissions de gaz carbonique et, si possible, des autres gaz à effet de serre, puisque, disons, chaque année, eh bien, nous émettons près de 2 fois plus de gaz carbonique que l'atmosphère et l'océan sont capables d'en absorber. Donc, on sait déjà qu'il faut diminuer les émissions de gaz carbonique pour être en mesure d'atteindre un jour, disons, pour qu'un jour, l'effet de serre arrête d'augmenter, donc se stabilise. Et ça, c'est un peu inscrit dans le protocole de Kyoto qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions de l'ordre de 6% alors sur la période 2008-2012 par rapport à 90. Alors ça échoue. En fait, les émissions n'ont jamais augmenté aussi rapidement que dans les 2000. Il y a une raison qui est, disons, l'émergence de la Chine. Donc les émissions de la Chine ont pratiquement triplé en une dizaine d'années. Et puis en fait, le fait que George Bush, qui est élu et non pas Al Gore, eh bien, s'exonère du protocole de Kyoto. Et puis la conférence de Copenhague, donc celle qui est torpillée par le Climate Gate, devait donner un nouveau souffle avec un nouvel accord remplaçant le protocole de Kyoto. Et finalement, il faut attendre l'accord de Paris 6 ans plus tard pour qu'il se passe quelque chose. Copenhague, effectivement, Copenhague, c'est la période suivante, 2013-2020. Et là, c'est l'échec. Les émissions continuent à augmenter, un peu moins rapidement dans les années 2010 que dans les années 2000. Mais elles continuent à augmenter. Et la conférence de Paris, alors il y a 2 modifications fondamentales entre Paris, alors on est en 2015, entre Paris et Kyoto et Copenhague. La première, c'est que grâce aux travaux des chercheurs qui regardent les conséquences du réchauffement climatique, on sait mieux ce que sont les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, c'est une décision de la Convention climat politique s'appuyant sur les travaux des scientifiques. Alors voilà, qui dit qu'il faudrait quand même prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés.
comprend qu'aller au-delà de 2 degrés, on commence à jouer avec le feu, avec les conséquences des réchauffements climatiques. C'est un peu ça. Donc on précise, et il y a même des pays les plus vulnérables qui disons, disent que ce serait beaucoup mieux de limiter à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Et la Convention climat invite le GIEC à faire un rapport sur ce que serait notre monde si on réussissait à limiter à 1,5 degré. Valérie Masson-Delmotte y a joué un rôle très important. Et eh bien, le diagnostic est très clair, donc il serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui, donc merci d'être là aux jeunes, donc de s'adapter à un réchauffement climatique limité à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Et puis, disons, quand on s'en éloigne, ça devient de plus en plus dangereux. Voilà, donc c'est un premier changement fondamental entre, disons, Kyoto, Copenhague et Paris. Alors, Paris, donc, on comprend bien que pour être en mesure de limiter le réchauffement climatique, donc, dans l'accord de Paris, il faut que l'effet de serre se stabilise rapidement. Donc, dans l'accord de Paris, qui met l'accent sur les 2 degrés, on parle d'une neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et à partir du rapport 1,5 degré, cet objectif est plutôt inscrit dans la Convention climat. Et là, on l'associe à une neutralité carbone à horizon 2050. Ça, c'est Alors, voilà. Donc, mais le problème de l'accord de Paris, c'est que d'un côté, il y a des objectifs ambitieux auxquels j'adhère. Il y a pas de ce serait assez formidable déjà si on réussissait à revenir autour de 2 degrés. De l'autre côté, il y a des engagements. Et les engagements ne sont pas du tout à la hauteur des objectifs. En fait, on prend... Là aussi, c'est une modification fondamentale par rapport à Kyoto et Copenhague. À Kyoto et Copenhague, les Nations Unies demandaient aux pays... essayaient d'imposer, de fixer des objectifs pour les pays développés. Ça ne marche pas. Et donc, on prend l'approche inverse. On demande aux pays de voir ce qu'ils pourraient faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Ce sont les engagements de l'accord de Paris, et c'est ce qui fait le succès de l'accord de Paris, son universalité. Son universalité, eh bien, en fait, elle a été mise à mal par Donald Trump, mais tous les pays ont ratifié l'accord, tous les grands pays, tous les pays pratiquement ont ratifié l'accord de Paris, tout simplement parce que leurs engagements n'étaient pas discutés. Mais le problème, c'est que les engagements ne sont pas à la hauteur des objectifs, et là, les engagements actuels, eh bien, ça nous emmène toujours plutôt vers 3 degrés. Alors, l'accord de Paris est bien construit. C'est-à-dire que l'accord de Paris, d'abord, s'appliquait au départ sur 2020-2030, avec une période de revoyure. L'idée, c'était... Alors, on se rend compte que les engagements ne sont pas suffisants, mais l'idée, c'est de les remettre, de les réexaminer tous les 5 ans, avec la contrainte qu'ils ne peuvent pas être moins ambitieux que les engagements précédents. Il y a un premier réexamen en 2020, c'était à Glasgow, et les Belém, donc c'était les 10 ans de l'accord de Paris, c'était la seconde fois où les engagements de l'accord de Paris étaient revus, étaient réexaminés. On demandait aux pays d'apporter des engagements plus ambitieux. Alors, maintenant, on est sur la période 2030-2035. Donc, et ces engagements, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Alors, si on est optimiste, quand on lit l'accord les conclusions de Belém, on parle de la possibilité de revenir vers 2,5 degrés. La réalité, c'est qu'avec la pression de Donald Trump actuellement sur le secteur pétrolier, ça se traduit, par exemple, si on regarde le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a remis sur le tapis la possibilité d'un scénario émetteur où les émissions continueraient à croître jusqu'en 2040 au moins. Ça, c'est sous la pression de Donald Trump. Eh bien, si c'est le cas, on risque d'aller au-delà des 3 degrés à l'échelle planétaire, au-delà des 4 degrés en France. Alors, dernière question avant que je donne la parole à la salle. N'hésitez pas d'ailleurs à préparer vos questions dès maintenant dans votre tête. Mais aujourd'hui, que peut faire la communauté scientifique de différent de ce qu'elle fait déjà et de ce qu'elle faisait à l'époque ? Alors, je pense honnêtement, j'ai une certaine fierté de ce qu'on a fait, alors collectivement, notre communauté scientifique.
Je veux dire par là que si on regarde ce mécanisme GIEC, enfin disons, communauté scientifique, décision politique, il a bien fonctionné. Le problème, qu'il a bien fonctionné dans les textes. Quand vous regardez l'accord de Paris, il s'est complètement appuyé sur le 5e rapport du GIEC. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. On peut être assez fier d'une certaine façon que, eh bien, voilà, on parle de neutralité carbone en 2050 et dans notre pays, c'est inscrit dans la loi. Donc voilà, donc on peut. Mais le problème, donc je veux dire que la communauté scientifique, j'ai quand même l'impression que, voilà, on a accompli quelque chose d'intéressant par rapport aux décisions politiques. Je ne sous-entendais pas qu'il y avait une défaillance. Non, mais la difficulté, le problème, il est entre les textes et la réalité. C'est pas bon, voilà. Donc donc la communauté scientifique, pour moi, doit continuer à apporter notre objectif, c'est d'apporter les éléments pour que les décideurs politiques prennent une décision. On doit continuer à les apporter. Et par exemple, eh bien, ce qui pose beaucoup de questions pour beaucoup de décisions actuellement, c'est on est obligé de s'adapter au réchauffement climatique. Et voilà, et pour s'adapter au réchauffement climatique, eh bien, les décideurs politiques, au niveau des collectivités, nous demandent vraiment plus que sera l'évolution du climat à l'échelle régionale, à l'échelle quelquefois locale. Ce sont aussi des tâches qui sont importantes. Donc voilà, améliorer on met en place des services climatiques aussi. Donc la communauté scientifique a toujours un rôle à jouer. On peut aussi regarder vers le passé. Moi, effectivement, je suis toujours très attaché à... ce qui m'a toujours intéressé, c'est en quoi les données du passé nous apportent des informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future du climat. Voilà, ça a été le cas des variations rapides, du lien entre climat et effet de serre, mais par exemple sur l'adaptation, sur l'évolution ne serait-ce que de la végétation, on peut apprendre plein de choses sur l'adaptation en regardant aussi vers le passé. Donc il y a des questions, voilà, les questions sont différentes et bien sûr, il faut aussi regarder les solutions, mieux connaître les conséquences. Les solutions, évidemment, je ne suis pas du tout... je suis pour l'innovation, c'est très clair, mais cette innovation n'a de sens que si elle s'inscrit dans une dynamique de neutralité carbone, en tout cas vue du climatologue. Donc il y a toujours beaucoup de choses à faire, aussi bien sur la connaissance du climat, voilà, peut-être plus fine, plus régionale que celle qu'on a actuellement. Bien sûr, les conséquences du réchauffement climatique, là aussi pour l'adaptation, quand on parle par exemple des extrêmes climatiques, de l'évolution du niveau de la mer, on est incertain sur l'évolution du niveau de la mer. Entre 50 cm et 1,50 m, c'est pas pareil. Mais c'est pourtant les chiffres qu'on met en avant, les possibilités qu'on met en avant pour la fin du siècle. Donc tout cela, il y a toujours beaucoup de choses à comprendre. Donc notre rôle, c'est effectivement de continuer à fournir ces données. Alors maintenant, sur... le fossé entre les textes et la réalité, c'est plutôt le rôle de citoyen. Donc moi, je m'engage pas mal aussi sur ces aspects. Enfin, depuis que je ne suis plus au GIEC. Quand on est au GIEC, on nous demande de ne pas nous impliquer trop. Voilà, donc on ne le fait pas. Mais voilà, je me suis engagé au niveau européen, au niveau de la ville de Paris. Voilà, il y a des choses à faire aussi. Mais c'est peut-être moins du rôle de la communauté scientifique. Je souhaite dire qu'on a accompli... on a, et j'espère qu'on va continuer à répondre à cette mission qui est la nôtre à travers le GIEC, de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Merci beaucoup. Alors, je voudrais donner la parole à la salle maintenant. Est-ce qu'on peut avoir des micros qui circulent peut-être dans la salle? N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Ouais, alors nous, on ne vous voit pas, mais c'est bien. N'hésitez pas à vous présenter en un mot juste avant de poser une question rapide. Merci à vous. Ouais, merci d'être. Ouais, c'est bien de se lever. Ouais, merci. Alors Thomas, pour la TEDx Saclay, je m'excuse auparavant, j'ai plusieurs questions, impossible d'en choisir une. La première, c'est vous parlez de réchauffement climatique, mais ne serait-il pas plus juste de parler de dérèglement climatique alors que nous venons d'assister à un moins 45 degrés au Texas? Deuxième question, en sous-titre, mais peut-être je me trompe, vous semblez adhérer à la thèse du basculement climatique entre réchauffement et glaciation, dû à l'arrêt de la MOC, peut-être, comme certaines études le montrent. Si oui, combien de temps attendez, il faut que je note les questions. Donc, oui. Je m'arrête alors. Non, je vais répondre aux deux premières. Oui. Donc, réchauffement. Pourquoi je suis attaché à réchauffement? C'est parce que c'est
c'est la base du problème. Qu'est-ce qu'on fait par nos activités ? Eh bien, tout simplement, on augmente le chauffage, on augmente l'énergie disponible, voilà, d'à peu près 1%. Et ce lien, pour moi, c'est le lien le plus clair. On augmente le chauffage et la réaction, c'est une augmentation de la température moyenne de la planète. Cette augmentation de la température moyenne de la planète s'accompagne effectivement de bouleversements, de variations, des événements extrêmes très marqués. Et donc, on peut tout à fait... Pour moi, c'est un dérèglement climatique qui se superpose à un réchauffement. Disons, le problème de fond, c'est bien le réchauffement climatique. Hein, c'est pas... Voilà, donc c'est ce qui est important. Ensuite, la deuxième question... ouais, du coup, j'ai oublié, vous voyez... Redites. Répétez. En sous-titre, mais ah non, non, sur le lié à l'arrêt de la MOC. Non, justement, je ne suis pas de ceux qui pensent à des grands basculements. Il y a des, par exemple, certains de mes collègues, on voit des papiers qui disent, voilà, les 3 dernières années qui ont été des années de record, ça indique, disons, que ça va s'accélérer et tout ça. Je ne suis pas de ceux-là pour le moment. Je pense qu'on est plutôt... J'ai plutôt dit que je ne serais pas du tout surpris que le réchauffement climatique, disons, le record de 2024 ne soit pas battu avant 2030. Je suis plutôt de ceux qui pensent que voilà, c'est justement le réchauffement moyen qui est la clé. Donc, quand on calcule par rapport à l'augmentation de l'effet de serre, le réchauffement moyen, on voit bien que voilà, il n'y a pas de raison vraiment très forte pour que ça diverge rapidement comme certains le pensent. Je ne crois pas que ce soit le cas. Donc non, à l'échelle glaciaire interglaciaire, l'important, c'est vraiment la position de la Terre sur sa planète, des processus lents et l'augmentation de l'effet de serre. Mais effectivement, ce que vous évoquez, et qu'on a mis aussi en évidence, mais dans des régions comme les nôtres, au Groenland, ce sont des variations rapides du climat qui sont plus régionales et qui sont effectivement liées, en tout cas, à des variations de la circulation océanique dans le passé. Et ça nous a amené à nous interroger sur la stabilité du climat dans un contexte de climat plus chaud. Et donc, ce que vous évoquez, ce qui est évoqué, c'est la modification du Gulf Stream, je dirais, de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord aussi. Je crois que ce n'est pas envisagé, en tout cas dans le rapport du GIEC, avant la fin du siècle. Et si ça se produisait, parce que c'est lié à l'arrivée d'eau douce, et il y a de l'arrivée d'eau douce dans l'Atlantique Nord, ne serait-ce qu'à travers la fonte des glaces du Groenland, si ça se produisait, ce serait plutôt au cours du siècle prochain ou des suivants, et ça ne se traduirait pas du tout par un retour à l'ère glaciaire, mais par un retour aux conditions actuelles dans nos régions, ce qui serait évidemment aussi assez catastrophique. Voilà, mais non, je ne suis pas... je pense que les conséquences du réchauffement climatique, disons, sont déjà suffisamment importantes sans invoquer que cette évolution nous échappe complètement. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tourner le micro et on revient à vous si vous avez d'autres questions et si la salle n'en a pas d'autres. Bonjour, je m'appelle Alban, je suis étudiant ici à Paris-Saclay et je voulais savoir si selon vous, vous pensez qu'une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre peut se faire sans que les États interviennent. Autrement dit, est-ce que c'est possible de faire quelque chose sans qu'il y ait des lois à l'échelle globale qui soient appliquées pour changer les choses ? Honnêtement, je pense que l'économie de marché n'est pas... Bon, c'est ce dont on parle, disons, l'ultralibéralisme n'est pas forcément très compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, effectivement, parce qu'on est toujours dans une société où on pousse à la consommation et je ne crois pas au marché seul pour réussir à stabiliser le climat. Ou alors il faudrait, j'en avais discuté avec, au moment de l'OMC, il faudrait vraiment que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui en est l'épine dorsale de l'ultralibéralisme, ce serait son rôle de donner un prix au carbone, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc non, je crois que le rôle des États est très important. Donc il faut que les États, effectivement, je pense que sans les États, alors c'est quand même l'économie qui mène le monde. Ce qu'on peut espérer aussi, c'est que, donc là j'ai vu, il y avait une conférence sur le nucléaire, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux renouvelables. J'étais hier soir à une conférence sur le renouvelable. On voit bien le pari que fait la Chine, hein. Par exemple, l'autre solution, c'est qu'effectivement les énergies bas carbone. Alors il n'y a
pas que ça qui émet, mais que les énergies bas carbone, renouvelables, deviennent vraiment moins chères que les combustibles fossiles. Mais c'est difficile à imaginer sans donner un prix au carbone. Donc voilà, s'il y avait un prix au carbone, on pourrait peut-être espérer que le marché nous permette de stabiliser le réchauffement climatique, mais je ne crois pas que ça sera le cas autrement. Bonjour, Maureen, étudiante. Ouais. J'avais une question, c'était de savoir, est-ce que vous pensez que les effets du réchauffement climatique sont réversibles? Est-ce que, éventuellement, en réduisant les émissions les émissions à gaz à effet de serre, est-ce que l'on pourra retrouver un équilibre, les écosystèmes retourneraient naturellement à leur équilibre? Non, il y a une réversibilité à très très long terme, mais pas à l'échelle de nos vies, disons. On est de façon très claire, on sera au-delà de 2 degrés en 2050, et les 3 degrés, je crains que, disons, avec ce qu'on voit aujourd'hui, ne soient atteints à un moment dans la deuxième partie de ce siècle, et il y aura des conséquences très importantes, je le redis. Donc la réversibilité, si on atteint la neutralité carbone, on stabilise rapidement, mais pour revenir ne serait-ce qu'à 1,5 degré, ce serait vraiment, disons, il faut pomper du gaz carbonique de l'atmosphère. Et par rapport à votre génération, c'est un égoïsme, disons, incroyable. C'est-à-dire que notre génération, on est en train de mettre du gaz carbonique dans l'atmosphère sans préoccuper. Et puis on vous demande tout simplement de l'enlever, vous, de l'atmosphère dans 10, 20, 30 ans. Et disons, ça doit faire quand même réfléchir. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Oui, bonsoir. Pascal Pagnot, ingénieur des mines. Alors j'ai une question relative à la déforestation et la végétalisation. On sait qu'on a pas mal d'endroits dans le globe où on a une déforestation accrue et qui va engendrer sans doute un impact fort. Est-ce que vous pensez que revégétaliser, en France notamment, alors j'ai 4 tonnes à l'hectare à peu près de CO2, je ne sais pas si c'est un vrai chiffre. On a évoqué les cours d'école, justement, on a enlevé le béton, etc. Enfin, à grande échelle, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un impact significatif sur l'absorption du CO2? Merci. Oui, alors en France, oui, les chiffres sont là. En fait, et ça ne va pas très bien. Nos forêts ont absorbé 2 fois moins de gaz carbonique, alors ça, de l'ordre de 10%, enfin un peu moins de 10% de nos émissions, ont absorbé 2 fois moins de gaz carbonique cette année qu'il y a 10 ans. Parce que justement, les forêts se sont détériorées à cause du scolyte dans certaines régions, de maladies, des feux de forêt, et aussi des sécheresses successives qui les mettent à mal. Donc effectivement, la végétation à l'échelle planétaire, enfin, qui absorbe actuellement un peu plus de 10% du gaz carbonique, hein, donc enfin, près de 20%, ça dépend des... Eh bien, c'est important déjà dans un premier temps de maintenir de revenir à cette capacité d'absorption, parce que dans la stratégie bas carbone de la France, on espère que les forêts absorberont plus de gaz carbonique en 2050 qu'elles n'en absorbent aujourd'hui, ou qu'elles n'en absorbaient en fait il y a 10 ans, et on est plutôt mal parti. Donc, reforester est une solution de le faire, mais il faut aussi respecter la biodiversité. Donc, il y a des façons de le faire en respectant la biodiversité, mais c'est aussi très important de garder les forêts que nous avons en bon état, de les gérer de façon intelligente par rapport justement à ce cycle du carbone. Donc oui, bien sûr, et il faut aussi arrêter la déforestation à l'échelle planétaire. C'est toujours... voilà, donc on a émis 37 milliards de tonnes de gaz carbonique l'an dernier à travers notre utilisation de combustibles fossiles, mais il faut ajouter 5 à 6 milliards de tonnes de l'ordre de 15% supplémentaires à cause de la déforestation. Donc ça à l'échelle planétaire. Voilà, donc oui, c'est très important d'avoir ce regard, et on peut aussi aller un peu plus loin en stockant du carbone dans les sols. Il y a ce projet 4 pour 1000, donc il faut absolument s'appuyer sur ces solutions, je dirais, qui font appel à la nature qui nous entoure, mais tout en respectant cette nature, et donc la biodiversité, c'est très important. Bonjour, Michel Hoffman. Une question sur la capture du carbone atmosphérique. Quel est son potentiel, alors avec différents usages, soit pour enfouissage, soit pour recombinaison, pour synthèse de carburant, carburant neutre globalement? Oui, donc il y a, disons, si on veut enlever du gaz carbonique de l'atmosphère, on a évoqué un premier moyen, c'est jouer sur la biomasse, sur la déforestation, sur la matière organique.
On peut aussi, disons, jouer sur l'alcanisation des sols. Donc, il y a des processus naturels qui absorbent le CO2, mais qui sont très lents. Donc, aux échelles de temps géologique, on peut essayer de les accélérer. Il y a des méthodes qui sont mises en œuvre. Il y a aussi du piégeage direct du CO2, mais il faut pas mal d'énergie. Et il y a ce qui se fait déjà, mais de façon pas suffisante probablement, c'est du piégeage alors direct, mais à la sortie d'une centrale à charbon ou d'une centrale à pétrole ou même d'une centrale à gaz, où là c'est relativement plus facile. Donc ce que l'on sait, c'est qu'il faudra absolument piéger du gaz carbonique de l'atmosphère, parce qu'il faudra avoir des émissions négatives pour être en mesure d'atteindre, disons, de stabiliser le climat. Donc il faudra le faire. Tous ces moyens existent. Moi, par exemple, je me suis impliqué aussi. Il y a un moyen qui est la matière organique, le biochar, par exemple. Donc voilà, ça a un potentiel d'1 milliard de tonnes à l'échelle planétaire. Donc c'est des petites choses, mais il faut mettre tout ça en œuvre et il sera indispensable de piéger une partie du gaz carbonique. Mais je le redis, il vaut mieux commencer à en émettre moins aujourd'hui que de demander aux jeunes de le piéger dans la seconde partie de ce siècle. Donc il faut être un peu intelligent. La priorité absolue, c'est de diminuer nos émissions aujourd'hui et effectivement de se préparer à en piéger une partie, le moins possible, j'espère, pour les jeunes d'aujourd'hui, dans la seconde partie de ce siècle. Alors il y a aussi la possibilité que vous évoquez, c'est non simplement... Alors on parle de de carbon capture and storage, mais on parle aussi... il y a le U, donc l'utilisation du gaz carbonique. On peut utiliser aussi ce gaz carbonique pour faire des carburants synthétiques, tout ça. Donc, il y a aussi, mais ce n'est qu'une partie de ce qu'on va piéger, une petite partie qui sera réutilisée vraiment. Ce n'est pas l'ensemble du gaz carbonique qu'on va pomper, qui serait nécessaire de pomper, qui pourra être réutilisé. Mais il y a une réutilisation possible du gaz carbonique. Et alors sur toutes les solutions technologiques, je vous invite, si vous voulez, à regarder le replay de la conférence avec Valérie Masson-Delmotte qui a eu lieu à 14h. Ouais. Elle a détaillé toutes les solutions, y compris la capture du carbone. Je crois que nous n'avons malheureusement pas le temps pour une dernière question. Mais... Merci beaucoup, Jean Jouzel. C'était un honneur de vous avoir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.